Et on parlera aussi, au cours de ces journées, des tables rondes d'Arbois, de tout ce qui est induit aussi par le climat. C'est-à-dire l'agriculture, les déplacements, l'accès à l'eau, et les forêts, et les ressources sous les océans, etc. Donc, le sujet que va traiter Katia Laval est très lié aux événements de ces derniers jours. Vous savez qu'une tempête tropicale très forte a frappé les îles du Vanuatu. On n'a pas de bilan définitif pour le moment, mais enfin, ça a été incroyable, avec des vents qui ont atteint, non pas seulement en pointe, 300 à 350 km/h. Moi, franchement, je ne me figure pas ce que ça représente, un vent de 350 km/h quand on est dehors, quelque part, aux îles Vanuatu ou ailleurs. Donc, Katia Laval est professeure émérite de l'Université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie d'agriculture. Votre dernier livre a été coécrit avec un certain Guy Laval, qui est physicien et qui est votre mari, qui est ici également. Il s'appelle « Les incertitudes sur le climat » et c'est chez Belin. Et c'est précisément le thème de votre conférence. Incertitude, pas au sens réchauffement climatique ou origine anthropique, mais incertitude sur les conséquences de ce réchauffement, notamment avec les îles Vanuatu. Est-ce qu'on peut prévoir ou pas des phénomènes extrêmes qui sont appelés et qui sont déjà en forte augmentation? Katia Laval. Je me demandais. Ça, c'est bon. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs et à Daniel Nahon de cette invitation qui me fait très plaisir. Je viens depuis quelques années aux tables rondes et j'ai toujours apprécié ce qui se passait ici, des deux côtés. Et aujourd'hui, je vais vous parler des incertitudes sur le climat. Les incertitudes sur le climat sont inévitables et pourtant elles ont des conséquences importantes dans les choix socio-économiques que nous devons faire face au changement et au réchauffement climatique. Et c'est pourquoi ce problème-là est un problème majeur. Et je voudrais faire apparaître dans cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui la différence qu'il y a entre incertitude et le non-savoir, l'ignorance. Et pour cela, je vais prendre 3 situations dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'abord de la tempête Lothar qui a sévi en France en 1999 et qui est un exemple de météorologie, pas de climat, mais qui va vous montrer les difficultés liées à ce qu'on appelle l'incertitude intrinsèque du climat. Je vais ensuite vous parler rapidement du réchauffement climatique pour donc la variation de température, parce que c'est quelque chose qui est non incertain, mais au contraire certain. Mais je vais vous parler des évolutions des températures et aussi des évolutions des changements de précipitations liés au changement climatique. Et là, vous allez voir apparaître une incertitude qui est différente, qui est une incertitude de modélisation. Et cette incertitude, contrairement à la première, est une incertitude que l'on peut dominer et qui sera certainement sujet à des progrès et des améliorations dans les années futures, et qui d'ailleurs donne lieu à beaucoup de recherches dans ma communauté. Et enfin, je vais vous parler d'un cas extrême, qui est un événement extrême, et en particulier les cyclones tropicaux. J'avais choisi ce sujet parce qu'il est extrêmement complexe, et l'actualité du cyclone qui a sévi sur l'archipel de Vanuatu va nous apporter un intérêt supplémentaire sur ce sujet. Alors, la tempête du 25 et 26 décembre 1999, au matin, a été une tempête qui a été extrêmement violente, d'une violence inhabituelle en France. Et pourtant, les services météorologiques n'avaient pas prévu cette violence. Ils avaient juste prévu qu'une perturbation allait venir et créer des précipitations sur la France. Pour faire ces prévisions, les météorologues s'appuient sur ce qu'on appelle le champ de pression. Ils tracent des champs de pression et des lignes de pression pour voir où se situe la dépression. Et quand il y a dépression, eh bien, on s'attend à du mauvais temps et à de la pluie.
Sur le schéma de gauche sont représentées les lignes de pression que les services météorologiques avaient prévues. Et vous voyez une région qui est soulignée en rouge, qui représente la dépression, et elle est en intensité tout à fait classique, tout à fait habituelle, c'est-à-dire que les services météo, en particulier Météo France, avaient dit eh ben, vous aurez de la pluie et le mauvais temps arrivera sur la France. Ce qui est appelé vérification, c'est ce que nous avons mesuré quand la tempête s'est déchaînée et qu'elle aborde les côtes de la France. Vous voyez que la région rouge est beaucoup plus large en surface et que aussi vous avez beaucoup plus de lignes de pression. Or, les lignes de pression des deux schémas sont exactement les mêmes. Les niveaux, l'écart entre les lignes de pression est toujours le même. Avoir plus de lignes de pression veut dire que la dépression est beaucoup plus forte. Elle atteignait 960 hectopascales, ce qui est une dépression inhabituelle dans nos régions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Météo France ou les services météorologiques étrangers, comme le service météorologique européen que nous avons, le service de météorologie à moyen terme qui est à Reading, n'a pas prévu cette situation? Eh bien, c'est ce que nous allons chercher à considérer par la suite. Alors, il se trouvait que dans le Centre européen de prévision à moyen terme, il y a le service météorologique et puis il y a des chercheurs qui travaillent sur la compréhension du climat, sur la compréhension des événements météorologiques. Et en particulier, quelqu'un qui s'appelle Palmer avait déjà à cette époque considéré que un événement, une prévision toute seule ne pouvait pas donner une certitude de ce qui allait se passer. Et lui, il a fait tourner son modèle, qui n'était pas meilleur que l'autre, hein, qui avait les mêmes origines, une 50aine de fois. Et toujours en partant du même état initial. L'état initial que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une prévision à 42 heures, c'est-à-dire que ça démarrait le 24 décembre. Et donc, on n'avait pas su prévoir 2 jours après la tempête. Eh bien, Palmer refait tourner le modèle une 50aine de fois. Et vous voyez par tous ces petits timbres qui sont marqués ici, les différentes prévisions qu'il obtient. Vous voyez qu'il y a des courbes de pression qui ont l'air d'être tout à fait semblables à ce qu'avait prévu le centre de prévision météorologique, c'est-à-dire une petite dépression qui arrive et qui va donner des pluies tout à fait conformes à l'habitude. Et puis, vous voyez des zones ou d'autres prévisions qui sont marquées par du rouge et même du vert, c'est-à-dire une situation encore plus dépressionnaire que celle que nous avons vécue, qui existe aussi et qui s'étend sur la France pour certains cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en partant du même modèle, en partant quasiment du même état initial. Ce que je veux dire par quasiment le même état initial, ça veut dire qu'il avait pris les observations et que les différences entre les différents états initiaux de toutes ces prévisions étaient quasiment les mêmes et compatibles avec l'observation, puisqu'à un moment donné, à partir des observations, on choisit un état initial qui nous paraît le plus réaliste. Eh bien, il avait obtenu des situations extrêmement différentes. Le fait qu'il obtienne des situations extrêmement différentes est dû au fait que cette atmosphère qui arrivait sur nos côtes était une atmosphère qui était instable. Alors une instabilité, vous en connaissez des cas, par exemple quand un funambule marche sur un fil, eh bien vous savez qu'il a de grandes chances de tomber. Il peut tomber à droite, il peut tomber à gauche, il peut tomber au bout du premier pas ou bien au bout de plusieurs pas. Il y a une certaine incertitude dans le devenir d'une situation instable. Quand l'atmosphère est instable, eh bien, il y a aussi de l'incertitude dans son devenir. Pourquoi cette atmosphère est instable dans des situations tempétueuses sur la France? C'est parce que vous avez l'arrivée de 2 masses d'air, l'une venant du nord, très chaude, du nord, l'autre venant du sud, chaude, qui se rencontrent. Et cette rencontre de 2 masses qui ont des propriétés de température et de densité différentes, va provoquer des mélanges qui sont turbulents, va provoquer des mouvements de petite échelle qui vont être différents les uns des autres et qui vont surtout, parce que c'est instable, s'amplifier de manière exponentielle. Et quand ils s'amplifient de manière exponentielle, alors nos équations ne nous permettent pas d'avoir la trajectoire parfaite de cette instabilité. Et donc, nous ne pouvons pas définir exactement l'histoire que va avoir cette dépression au cours du temps. Et cette incertitude est une incertitude intrinsèque.
C'est Édouard Lorenz qui nous en a parlé le plus clairement et qui a défini cette incertitude en parlant de situation chaotique et qui posait la question: est-ce qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer une tornade au Brésil? Vous voyez, les physiciens aiment beaucoup les animaux gentils. Ce matin, on vous a parlé de chats, moi je vous parle de papillons. Et donc, vous voyez qu'il y a donc une incertitude intrinsèque avec laquelle on doit vivre. Et on doit l'accepter. Et le chercheur ne peut pas faire plus que cela. Il doit parler de probabilité pour qu'un événement soit tempétueux, avec des violences extrêmes ou pas. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ce chercheur quand il a fait ces 50 prévisions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a déduit une probabilité que les vents soient supérieurs à 150 km/h, c'est-à-dire soient tempétueux. Et cette probabilité, eh bien, il a trouvé qu'elle n'était pas nulle et qu'il y avait 30% de chances pour qu'une tempête très forte, une violence inouïe, s'abatte sur la France. Et c'est cela qui va être ce qui correspond à des résultats qui sont scientifiques et que l'on doit donner au public. Et quelque part, vous avez de plus en plus, depuis des années, appris que le Météo France vous donne des prévisions sur les précipitations. C'est 30%, c'est 50%. Ne lui demandez pas de vous donner des résultats sûrs. Ça fait partie des incertitudes intrinsèques. Alors, je vais vous parler maintenant du réchauffement climatique. Donc, on passe au climat. Mais j'ai mis en évidence le fait que l'atmosphère avait une part d'incertitude chaque fois que l'atmosphère se présentait d'une façon instable. Et ceci est vrai aussi pour l'océan. Alors, quand on calcule le réchauffement de l'atmosphère et de la surface créé par l'augmentation des gaz à effet de serre, on utilise des modèles. Au début de ma carrière, j'utilisais un modèle d'atmosphère. Aujourd'hui, les modèles se sont terriblement développés depuis une trentaine ou une quarantaine d'années et ces modèles représentent un ensemble de phénomènes climatiques avec tous ces systèmes, l'atmosphère, la surface terrestre avec tous ces problèmes hydrologiques, l'océan, la banquise, et on ajoute les aérosols. Et quand on veut être encore plus complet, on ajoute le cycle du carbone et on ajoute la végétation dynamique, c'est-à-dire qu'on fait pousser des arbres quand il fait beau et quand la température et l'humidité sont adéquates, et puis on les fait mourir aussi quand ils sont vieux. Alors, quand on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, il se produit des changements dans les rayonnements qui existent dans toute l'atmosphère. Ici, je vous présente un schéma qui vous donne le bilan de tous les rayonnements qui existent dans l'atmosphère. La partie jaune, c'est le rayonnement solaire, ça met en route les mouvements de l'atmosphère et de l'océan. Et puis la partie orange, c'est le rayonnement qui est émis par la surface de la Terre et par l'atmosphère. Ce matin, Serge Haroche nous a dit que chaque corps à une température T avait un spectre d'émission et rayonné. Eh bien, quand vous avez des gaz, quand vous avez la surface de la Terre, qui est réchauffée par le rayonnement solaire, elle se réchauffe, elle a une certaine température et elle émet du rayonnement. Et vous voyez ici en watts par mètre carré le rayonnement émis par la surface de la Terre. Mais ce rayonnement est intercepté par l'atmosphère, c'est-à-dire ces gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le NOx. Et c'est intercepté aussi par les nuages. Et donc, une grande partie de ce rayonnement est absorbée par cette atmosphère et ces absorbants vont réémettre à leur température propre un rayonnement vers le haut, qui partira vers l'univers, et vers l'espace, et un rayonnement vers le bas. Et c'est ce rayonnement vers le bas que renvoie cette atmosphère qui va être l'effet de serre. Et donc, ce qu'on calcule, c'est la différence entre ce rayonnement qui serait émis vers l'univers si on n'avait pas d'atmosphère, et ce rayonnement qui est finalement celui qui est émis parce qu'il y a cette interception, et la différence entre les deux vous mesure l'effet de serre. Quand vous augmentez les corps absorbants dans l'atmosphère, eh bien, vous augmentez cette absorption, vous augmentez cette réémission, et vous changez le rayonnement, et ceci va entraîner un réchauffement à la surface de la Terre. Alors, pour calculer ce réchauffement, il nous faut savoir quelle quantité de CO2, quelle quantité de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre, va être émis par l'homme dans l'atmosphère.
Et là, on n'a pas le futur. Là intervient bien sûr une grande incertitude aussi, qui n'est plus une incertitude de physique ou du système climatique, mais qui est incertitude des choix socio-économiques que feront nos sociétés et nos gouvernements. Et donc, vous voyez ici en haut marqués les différents scénarios, c'est-à-dire ce qui est possible, ce qui est possible dans le futur, partant des années qui sont les années actuelles, vers 2000, eh bien, vous voyez qu'on peut augmenter le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et puis chercher à le diminuer. Et ça permettrait de limiter le réchauffement à 2 degrés. Ou bien on peut aller un peu plus haut et atteindre 560 parties par million de gaz carbonique. Cette quantité-là va correspondre au doublement de gaz carbonique par rapport à l'ère industrielle. Ou bien on peut continuer les émissions comme elles sont aujourd'hui et atteindre des émissions qui vont aller beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Alors à chaque, bien sûr, quantité de CO2 émise dans l'atmosphère, il correspondra une variation de rayonnement qui existera dans l'atmosphère, et cette variation de rayonnement va avoir un effet, bien évidemment, sur le réchauffement. Les modèles dont je vous ai parlé, qui existent donc dans toute la communauté scientifique internationale, sont capables de calculer le réchauffement créé par cette augmentation de CO2. Et donc, vous voyez ici, pardon, c'était pour distraire. Vous voyez ici l'évolution de la température à partir de 1850, l'ère pré-industrielle. On arrive ici aux années 2000, et les réchauffements qui sont calculés ici sont calculés à partir des 30 dernières années. Et vous voyez que si l'on est très restrictif au point de vue du CO2, eh bien, le réchauffement va être assez faible. Si on atteint une variation de rayonnement ici qui est de 4,5 watts par mètre carré, le doublement de CO2 par rapport à l'ère industrielle, eh bien, on est un peu plus haut. C'est un peu plus haut que 2 degrés ici, mais c'est par rapport à notre température actuelle, c'est-à-dire plutôt 3 degrés par rapport à le début de l'ère industrielle. Et puis, bien évidemment, plus vous augmentez la quantité de gaz carbonique, plus le réchauffement peut être important. Vous voyez ici donc apparaître la différence entre les choix socio-économiques que l'on a, puisque ces différentes concentrations correspondent à des choix, et puis vous voyez aussi, pardon, je tiens à la montrer, elle est tellement belle, les incertitudes qui augmentent au fur et à mesure que le temps augmente. Quelles sont ces incertitudes? Eh bien, elles sont liées aux modélisations que l'on a, qui comportent des incertitudes intrinsèques et qui comportent aussi des incertitudes de modélisation. Alors, ces incertitudes de modélisation existent pour plusieurs raisons, et je vais vous en parler, mais je veux mettre en évidence ici cette photo très belle qui a été prise lors d'un séjour en Bretagne et qui vous fait apparaître la complexité des nuages. La distribution des nuages dans l'atmosphère est une chose qui doit être représentée dans les modèles. Or, sachez que nos modèles ont des mailles qui sont de l'ordre de 100 km, 200 km, 300 km, et donc, bien évidemment, on ne va pas pouvoir représenter un nuage comme ceci, qui est tantôt très blanc, tantôt gris, tantôt qui disparaît en envoyant des petites enclumes qui sont très, très fines, des cirrus qui sont très fins, tantôt au contraire devient des nimbostratus qui sont extrêmement épais. Et l'importance de ces différentes formations, c'est que leurs propriétés optiques vis-à-vis du rayonnement solaire et vis-à-vis du rayonnement infrarouge ne sont pas les mêmes. Et donc, suivant la distribution que vous aurez de ces nuages épais, de ces nuages fins, du niveau de ces nuages, qu'ils soient en bas ou qu'ils soient en haut de l'atmosphère, ça va encore, eh bien, va changer le rayonnement. Et l'incertitude entre les modèles qui existent, pourquoi ce réchauffement n'est pas parfaitement défini comme une ligne, mais avec une incertitude assez large, puisqu'on dit que le doublement de CO2 va donner un réchauffement qui varie entre 1,5 degré et 4,5 degrés, eh bien, c'est dû essentiellement à ces nuages que l'on doit représenter de manière statistique, de la manière la plus précise possible dans les modèles, mais qui nous posent problème et on doit le reconnaître. Alors, ici, je vous montre le réchauffement modélisé par ces modèles, en prenant bien sûr comme modèle les deux modèles français. Vous avez ici le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est l'institut auquel j'appartiens, et ici le modèle de Météo France, qui est associé au CERFAX, et donc c'est le modèle du CNRM CERFAX, qui a calculé le réchauffement calculé pour
la période, voyez-vous, qui est entre 2071 et 2100, enfin vers 2100 par rapport à la fin des années 2000. Vous voyez que ces deux cartes ne sont pas identiques. Et là, j'ai voulu mettre en évidence le fait que quand on vous parle de 2 degrés, souvent c'est pris comme 2 degrés en France, 2 degrés dans les tropiques, 2 degrés sur la banquise. Pas du tout. Vous avez des contrastes thermiques très importants. L'océan se réchauffe moins que le continent. Les hautes latitudes se réchauffent plus que les régions tropicales, qui se réchauffent beaucoup moins. Et tout ceci, ce sont des caractéristiques que l'on comprend, parce qu'on comprend la physique de ces phénomènes, et qui est bien comprise. Mais vous voyez quand même que l'amplitude n'est pas parfaitement la même entre ces 2 modèles. Et là encore, c'est la distribution des nuages qui a créé ces différences. Et puis, il y a aussi des incertitudes liées à des circulations de petite échelle, le fait qu'il y a des brises de mer, le fait qu'il y a des tourbillons de petite échelle qui vont exister, ce qu'on appelle la circulation de méso-échelle, qui va exister et qui va être mal représenté dans nos modèles puisqu'ils ont 300 km de résolution. Et ceci va créer des différences entre les modèles et nous apporter des incertitudes. Et là, je dis que l'on peut améliorer les choses. Pourquoi? Parce que l'on peut améliorer les choses du point de vue de la représentation, de la résolution de nos modèles, au fur et à mesure que l'on a des progrès sur les ordinateurs, on va avoir des résolutions de plus en plus précises. Et puis, il y a un travail fantastique que peut-être le public ignore un peu, qui est ce travail fantastique sur la compréhension des phénomènes comme par exemple les précipitations. Les précipitations, les nuages, sont des phénomènes que l'on étudie depuis 30 ans, qui sont des phénomènes compliqués, et je vais essayer de vous faire apparaître ça, et qui demandent des études qui sont assez élaborées. Et donc on a des physiciens et des chercheurs de toutes catégories qui travaillent ensemble pour améliorer notre connaissance de ces phénomènes et pour pouvoir mieux les modéliser, pour mieux comprendre le changement climatique. Alors, l'incertitude sur le réchauffement est quand même moins grave que l'incertitude sur les précipitations. Pourquoi? Parce que les précipitations, ça peut donner plus de précipitations ou moins de précipitations. Et là, sur les ressources en eau du pays qui va être concerné, ça va être très différent. Je vous montre ici le changement de précipitation, pas observé, mais calculé par un modèle de climat, toujours dans le même contexte, c'est-à-dire en prenant un scénario qui est le scénario moyen, qu'on appelle 4.5, et qui va donner les changements de précipitation sur la planète. Alors vous voyez qu'on a des zones bleues ici qui correspondent à une augmentation de précipitation. On a des zones bleues ici qui correspondent à une augmentation de précipitation dans les moyennes latitudes. Et puis ailleurs, c'est plutôt du jaune ou du blanc, c'est-à-dire très peu de changements ou moins de précipitations. Qu'est-ce qu'on peut croire de ces résultats? Comment donner une certaine fiabilité à ces résultats? Eh bien, il y a différentes façons de le faire. La première, c'est de comprendre pourquoi un modèle donne des résultats pareils. En fait, ces résultats, quand on les dit comme je vous les ai dit à l'instant, sont des résultats de grande échelle. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des variations de circulation de l'atmosphère, de vent dans l'atmosphère, qui sont des variations de circulation qui ont lieu sur des domaines qui sont de l'ordre de 2000, 5000, 10 000 km. Et cette circulation-là, nous, on la représente bien dans nos modèles. On a le droit d'être confiant parce qu'on représente exactement ce qui se passe. Par exemple, ici, à l'équateur, vous avez des mouvements ascendants. Et c'est ces mouvements ascendants de circulation, on appelle ça la circulation de Hadley pour ceux qui l'ont déjà entendu parler, ces mouvements ascendants provoquent cette pluie. C'est parce qu'il y a cette ascendance qu'il y a de la pluie et dans la réalité et dans nos modèles. Et pourquoi y aurait-il plus de pluie lors du réchauffement climatique? Eh bien, il y aura plus de pluie parce que lors du réchauffement climatique, il y a une variation de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et c'est du fait que la vapeur d'eau dans l'atmosphère est très liée à la température. Donc quand vous réchauffez à cause de la variation de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien vous réchauffez aussi à cause de la vapeur d'eau. Et vous amplifiez le réchauffement initial qui était créé par la variation de gaz carbonique. Et donc si vous avez plus de vapeur d'eau, eh bien quand cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère et va donner des précipitations par un système tout simple de physique, eh bien vous allez avoir plus de précipitations.
Et pareil, dans les hautes latitudes, le fait qu'il y ait eu ces instabilités qui créent des mouvements ascendants et qui vous donnent des tempêtes et des pluies dans nos régions, s'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on aura tendance à avoir plus de précipitations. Alors, vous me direz, c'est très bien puisqu'on sait expliquer tout. Non, on ne sait pas expliquer tout. Et je veux le dire au public, on le sait qu'on ne sait pas expliquer tout. Et pour ça, je fais encore une comparaison très simple. Mais au sein du GIEC, au sein des instances internationales, ces comparaisons sont faites tous les jours. Et nous sommes très conscients de ce que nous disons. Et je fais ici la comparaison entre ce que nous trouvons dans notre modèle à l'Institut Pierre-Simon Laplace et ce que trouve cet autre modèle français créé par CNRM et Météo France. Et vous voyez qu'il y a des différences très importantes, et ces différences très importantes sont liées essentiellement dans les zones terrestres. Et vous voyez ici, par exemple, au nord de l'Amérique du Sud, des choses différentes dans les deux endroits, ou bien en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Et donc vous voyez là qu'il y a encore du travail pour déterminer ce qui se passe. Alors, un mot quand même des cyclones tropicaux qui ont... puisqu'on en a parlé dans l'actualité, et je voudrais dire différentes choses. Alors d'abord, les cyclones tropicaux sont très dévastateurs. Donc les efforts qui ont été faits depuis une trentaine d'années pour comprendre ces systèmes ont été énormes dans notre communauté. Et vraiment, ce que l'on disait, ce qu'on lisait dans les articles il y a 30 ans n'a rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. Mais les cyclones, c'est encore 300 km, c'est-à-dire pas assez, trop petit pour être bien représenté dans nos modèles. Alors, je ne vais pas tout dire, puisque vous me laissez que 5 minutes, vous êtes très méchants, mais bon. Alors, j'espère que les questions me permettront de revenir là-dessus. Alors, dans le dernier exercice du GIEC de 2013, on a regardé dans les modèles ce que l'on pouvait dire sur les cyclones tropicaux. Parce que bien qu'on ne représente pas des cyclones exactement comme ils sont, on a des caractéristiques dans l'environnement, dans les régions où se passent les cyclones, qui sont dans nos modèles tout à fait comparables à la réalité. On a des réchauffements dans les de température, des tourbillons qui naissent dans ces régions, on a des profils de température qui ressemblent à ceux que l'on observe dans les cyclones, on a des humidités dans la moyenne troposphère qui ressemblent à des cyclones. Et donc, même si on ne représente pas véritablement des cyclones, on arrive à créer des indices. Des indices qui nous permettent de dire, voilà, il y a eu des cyclones dans mon modèle, dans cette région. Et en effet, autant la géographie de ce que l'on trouve que les variations saisonnières de ce que l'on trouve ressemblent à ce qui est dans la réalité. Donc on se dit, on est en train de représenter des cyclones qui sont trop larges par rapport à la réalité, trop larges, trop étendus. On représente des cyclones qui sont peut-être moins forts que la réalité, mais on va vers le bon. Et en tout cas, des progrès se font là-dessus. Et donc je vous présente ici une carte qui est peut-être un petit peu décevante, mais qui pour nous déjà est quelque chose d'une réussite, qui est l'observation des cyclones, du nombre de cyclones sur toute la planète, qui est observé ici. Vous voyez un peu plus de 90, et puis ce que l'on trouve dans les différents modèles qui ont participé à cet exercice du GIEC. Et vous voyez que, ma foi, on est un petit peu loin du compte, mais on le sait. Cependant, puisqu'on représente les choses au bon endroit, avec la même variation saisonnière, sensible à El Niño exactement comme dans la réalité, on a envie de croire à ces objets-là et on veut voir quels sont les effets dus au changement climatique sur la fréquence des cyclones. Et là, je vous montre les résultats qui ont été trouvés sur ces derniers exercices. Et vous voyez que pour chacun des modèles qui est représenté ici, vous avez l'histoire des cyclones telle qu'elle a été modélisée dans les 50 dernières années, donc ici, dans la première barre, et puis ce qui va exister pour les deux possibilités de changement climatique, un changement climatique raisonnable qui s'arrête à 4,5 en variation de rayonnement, et un changement climatique extrême qui était la deuxième branche, qui était la plus haute. Et vous voyez que pour certains modèles, on représente en fait une variation qui est une diminution de cyclones, des cyclones tropicaux, alors que pour d'autres modèles, c'est une augmentation, une diminution, une augmentation, une augmentation. Et ceci nous laisse un petit peu sur notre faim, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans ces modèles à représenter une augmentation du nombre des cyclones. Alors, ce n'est pas la seule histoire, une minute, deux...
Oui, deux. Bon. Donc, ce n'est pas la seule histoire. En fait, j'ai choisi de vous montrer cela pour faire apparaître l'incertitude et enlever des certitudes que vous avez les uns et les autres dans votre esprit. Mais il y a eu beaucoup d'exercices et de travail fait sur ces résultats. D'autres méthodes qui prennent tous les résultats des modèles ensemble et qui désagrègent, je dirais, qui utilisent d'autres indices, si vous voulez, pour représenter la variation de cyclones, nous disent que les cyclones vont augmenter. Mais la personne qui publie ça termine son article en disant, vu le nombre, la grande incertitude qu'il y a dans ces résultats, eh bien, je dis que ces résultats doivent être encore considérés comme incertains et que l'on doit faire des progrès dans ce domaine-là. Et je voudrais juste vous faire remarquer que le cyclone, c'est la chose la plus difficile parce qu'il comporte l'instabilité du cyclone, l'instabilité de la convection, ces énormes tours, ces nuages qui arrivent, qui montent jusqu'à la haute troposphère à 12-15 km et qui vont vous donner des pluies torrentielles. Donc il y a l'instabilité et l'incertitude intrinsèque. Et puis, il y a aussi l'incertitude de la circulation, puisque cette circulation est mal maîtrisée dans nos modèles, et l'incertitude des nuages aussi. Donc, tout se mélange pour dire que les cyclones vont être très difficiles à représenter. Et donc, tac, tac. Je termine par des conclusions en vous disant qu'il existe des incertitudes sur l'évolution du climat et il faut les reconnaître. Et ces incertitudes sont sur des variables qui sont complexes, qui sont difficiles. Et je vous assure que les chercheurs travaillent le dimanche et le soir pour essayer d'améliorer tout ça. Mais il y a un caractère chaotique de l'atmosphère, de l'océan, le El Niño, qui nous oblige à parler de probabilité et pas de certitude. Enfin, il y a des certitudes de modélisation et j'ai fait apparaître l'incertitude au niveau régional. Parce que quand vous allez parler de changement climatique, qu'est-ce que vous allez dire au Bénin, au Togo et au nord du Brésil? Est-ce que c'est les résultats de l'IPSL ou est-ce que c'est les résultats du CNRM qu'il faut considérer? Et donc là, vous avez des incertitudes au niveau régional sur lesquelles nous travaillons d'arrache-pied et il y a des tas de méthodes qui sont développées pour mieux comprendre ces phénomènes. Enfin, je voudrais vous mettre en garde. Les résultats sur les événements extrêmes progressent, mais ils sont encore entachés de grosses incertitudes. Chaque article qui est publié dans Nature donne immédiatement lieu à des tas d'articles de journaux, des médias, et les médias ont raison, ils vous font part de ces résultats. Mais 3 lignes dans un média ne traduit pas tout ce qui est dit dans un article, et souvent ces articles se terminent par une extrême prudence. Et donc je vous demande d'ouvrir vos oreilles à tout ce que disent les chercheurs. Je vous remercie de votre attention. Venez, on s'assoit. Venez. Comme dit, puisque nous avions ce matin Alors, venez Katia, voilà, asseyez-vous, on va répondre aux questions. Ouais, on va répondre aux questions, mais j'ai terminé par une phrase d'incertitude de Feynman, prix Nobel de physique, puisque nous avions ce matin déjà un prix Nobel qui donnait des phrases de nos anciens prix Nobel. Voilà. Merci beaucoup Katia. Alors, c'est pas moi qui vous donne 5 minutes, c'est l'horloge, je ne suis qu'un passeur. Oui, mais enfin, je vous sens très responsable. Non, mais j'ai l'habitude. Je me fais enguirlander par les organisateurs parce qu'on est trop long et par les intervenants parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais non, voilà, c'est une habitude. Vous êtes très apprécié. Non, mais c'est une gageure de tenir en 30 minutes, on en a conscience, mais bon, voilà, c'est l'exercice. D'autant qu'on veut laisser la parole au public aussi. On écoute votre question. Merci pour une présentation très intéressante. Je me demande... Si vous, en tant que climatologue, si vous dites que le choix entre les scénarios est un choix socio-économique, mais en tant que climatologue, est-ce que vous ne vous étonnez pas du fait que le même langage d'incertitude et de différence entre les incertitudes ne s'applique pas aux prévisions économiques sur le climat? Et surtout, c'est plutôt un problème de sociologie de la science. Pourquoi après des dizaines d'années de collaboration entre les climatologues et les économistes, il n'y a pas plus de passages, d'approches scientifiques entre ces deux disciplines? Oula, très bien. Merci pour la question. Oui, c'est gentil. C'est gentil. D'abord, rappeler que les prévisions des économistes sont moins certaines que celles des climatologues, ça c'est mon avis. Je crois qu'on a le droit de le dire. Oui.
Et on n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'ont prévu les économistes. Donc voilà. Deuxièmement, je crois que vous ne le savez peut-être pas assez, mais il y a beaucoup de chercheurs climatologues qui travaillent avec des économistes. Et ça n'est pas très simple, puisque le langage est différent, les choix sont différents. Donc il y a ce travail qui est fait. Ceci étant, il y a des économistes aussi qui font l'effort de comprendre ce qu'est le changement climatique pour être plus à même de donner leurs solutions. Et puis voilà, et puis ça donne tout ce paquet d'incertitudes qui est là. Et là, il y a des choix à faire qui sont... Parce que les choix économiques ne sont pas seulement sur le climat, ils sont sur beaucoup d'autres phénomènes, de grandes questions sociétales. Et donc, tout ça doit être rassemblé par, je dirais, des visionnaires qui arrivent à voir comment mener toutes ces sortes de questions difficiles. Donc non, il y a communication, il y a travail ensemble, mais reconnaissez quand même qu'additionner toutes ces incertitudes, c'est complexe. Alors, il y a beaucoup de questions, on va donner le micro. Mais j'ajoute qu'Angel Gurria de l'OCDE a montré l'an dernier, ici même, que les rapports entre économie, énergie, climat et réchauffement étaient de plus en plus pris en compte, hein, quand même. Entre autres, je cite Angel Gurria qui était là. Merci. Champeau, géographe. Le discours sur les incertitudes climatiques, c'est quand même le thème récurrent de tous les climato-sceptiques. Je comprends tout à fait qu'il soit assez aléatoire de faire une modélisation à partir des années 2070 et quelques, etc. Je pense quand même que depuis le temps que travaille le GIEC, qui ressemble quand même, c'est la communauté planétaire des climatologues, il y a quand même un certain nombre de certitudes sur les changements climatiques, sur la multiplication des situations extrêmes, sur l'origine anthropique d'une bonne partie des GEC. Il y a quand même des choses que l'on sait. Or, moi, je suis un peu surpris. Enfin, politiquement, c'est très frappant. Ça, c'est exactement les incertitudes. C'est le discours de Courtillot, c'est le discours d'une bonne partie des Américains, enfin, etc., etc. Moi, je pense que les incertitudes exprimées renforcent les certitudes que les climatologues peuvent avoir. Mais bon, je vais laisser Katia Laval répondre. Merci beaucoup pour votre question, parce que, bien évidemment, je suis tout à fait consciente que parler d'incertitude est un écueil et que l'on peut confondre ce langage-là avec un langage de climato-sceptique. Alors, voyez-vous, là, je vous mets, vous tous, devant vos responsabilités. Parce qu'on peut vous dire que des certitudes. On peut vous raconter que l'augmentation des pluies au Bénin, eh ben, ça donnera des inondations, etc., parce que notre modèle a montré ça. Et puis vous dire 10 ans après, ce n'était pas tout à fait ça, parce qu'en fait, notre zone de convergence intertropicale, puisque vous êtes géographe, vous voyez bien ce que je veux dire, a été déplacée dans le mauvais sens, et finalement, c'est du plus. C'est pas une inondation, c'est une sécheresse. On peut vous dire, le climat va augmenter de manière régulière avec le CO2. Et puis, il y a une pause. Et alors là, les climato-sceptiques disent « Ah, mais vous n'avez pas prévu la pause, donc vous êtes nuls ». Par contre, on peut vous dire, il y a de la variabilité climatique dans le système. Et je peux me faire incendier par des personnes qui pensent que j'ai un langage climato-sceptique. Mais je crois quand même que je vous ai dit que le réchauffement était quelque chose de parfaitement compris par les physiciens. Je vous ai dit ensuite que je n'ai peut-être pas dit assez les certitudes parce que j'avais 30 minutes et que je voulais faire apparaître les difficultés des incertitudes et de la modélisation. Mais je peux vous dire que la montée du niveau de la mer, c'est une certitude. Je peux vous dire que dans certaines régions, on a déjà observé l'augmentation des précipitations. Je peux vous dire que, bien évidemment, on voit les glaciers, la suite, si vous voulez, les conséquences du réchauffement qui sont liées à la fonte des glaces dans les glaciers, qui sont liées à la fonte de la banquise, c'est des choses qui sont observées. Donc le problème n'est pas de mettre en doute le changement climatique et le réchauffement climatique. Mais si vous voulez, moi je me sens responsable en tant que climatologue de dire que si l'on a des efforts à faire et si chaque GIEC ne dit pas exactement la même chose, parce que ce n'est pas le GIEC qui travaille, monsieur, c'est nous les climatologues dans nos laboratoires. Et nous donnons nos résultats au GIEC qui en fait une publicité qui est, je pense, extrêmement utile pour tous. Mais
quand nous faisons ce travail, quand nous améliorons chaque 3 ans, 4 ans, et je dirais même chaque 6 mois, les prévisions de chaque chose, eh bien c'est à travers un travail que nous faisons et que vous connaissez peut-être moins. Et moi, il me semble important, voyez-vous, de parler d'incertitude pour que si dans 2 ans, vous avez un phénomène qui apparaît, vous dites, mais enfin, ils ont dit plus d'inondations, plus de sécheresse. Plus de sécheresse, c'est compliqué. J'ai voulu vous faire apparaître cela. Alors, je pense que le public aujourd'hui a une responsabilité. Il nous parle de changement climatique, il nous parle de changement de société socio-économique. Il n'a pas le droit d'ignorer les difficultés. Il doit comprendre en même temps ce que l'on dit dessus, mais il doit savoir aussi que ça avance par des chemins, si vous voulez, qui sont un petit peu complexes. Et j'ai pris, je dirais peut-être un petit peu, j'ai pris cette position en sachant bien sûr que je déplairais à certains, mais vous savez, vous allez rire, parce que j'ai des retours qui sont des deux côtés. Je déplais à certains parce qu'ils sont des climato-sceptiques et je déplais à certains parce qu'ils sont trop sûrs du changement climatique et qui savent vous dire tout ce qui va se passer dans 20 ans, dans 100 ans. Voilà, c'est ma réponse, monsieur. Alors, ce que je vous propose...